l'émergence et femmes, rapport du groupe de la Banque mondiale, publié en juillet 2017. Monsieur Laporte, directeur des opérations pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le BF, le Burkina Faso et le Togo, indique que les études académiques ont mis en évidence le lien positif entre une politique d'équité des genres et le développement économique. En 2016, malgré certains efforts, le pays était classé 136e sur 144 pays dans le monde sur l'indice du genre pilé par le World Economic Forum. Le rapport poursuivait en indiquant qu'une politique d'équité des genres aurait apporté à la Côte d'Ivoire des gains substantiels qui atteindre entre 6 et 8 milliards de dollars de long terme. Des études dans le monde démontrent également qu'encourager les femmes dans l'entrepreneuriat permet de booster le PIB de 12%. Alors, le thème qui nous réunit aujourd'hui est le suivant: je suis femme et entrepreneur, pourquoi pas toi? Et pour parler, nous avons sur le plateau 3 générations de femmes entrepreneurs, des femmes battantes qui réussissent et des femmes qui sont inspirantes. Merci mesdames d'avoir pris votre temps pour partager votre expérience de femme entrepreneur. Je suis convaincue, à l'issue de cette session de partage, de nombreuses femmes et hommes diront yes pour se lancer en entrepreneuriat ou seront confrontés dans leur choix de femmes entrepreneurs. Alors je voudrais à tout seigneur, tout honneur, introduire une pionnière, Madame Masogbe Touré Diabaté, qui est PG, présidente directeur général du groupe SA, qui est dans la transformation de la noix de cajou. C'est la première femme industrielle en Afrique de l'Ouest dans la carte de cajou. Et en tant qu'actrice exécutive de l'Union des grandes entreprises industrielles de Côte d'Ivoire, je veux dire que ce secteur, il est très, très, très peu de femmes. C'est vraiment, vraiment salut. Madame Sogbe Touré a donc une expérience de plus de 30 ans de cajou. Vice-présidente de la CGI, elle est présidente de la commission de développement de l'entrepreneuriat féminin à la CGI. Elle a un DUT en économie et commerce obtenu à l'INSEE. Elle est mariée, mère d'une grande famille de 5 enfants. Quand les deux. Je vais ensuite vous introduire Madame Nadine Blas, qui est directrice générale de Capital Connect, une agence d'affaires de tour événementiel. Elle est également administrateur du fonds d'entretien routier, le FER. Elle a une maîtrise en communication, obtenue à l'Institut de communication de Paris, et un Advanced Management Programme de Business School de l'IES de Barcelone. Mariée. Notre troisième élite, j'ai entendu les applaudissements, c'est Laetitia Traoré, les directrices générales groupe ADIC, qui œuvre dans la stratégie d'entreprise et le business développement et l'accompagnement des PME. Elle a un DESC, un diplôme d'études supérieures comptables et financières, ANSTEC, et d'un master politique à la Sorbonne de Paris et de l'Advanced Management de l'ISE Barcelone. Comme quoi, on peut avoir une tête bien pleine dans une tête bien faite. Madame Laetitia Traoré, mariée. On va lancer tout de suite les débats. Nous avons 1 heure pour débattre. Alors, je vais suivre. Alors, il est 50. Donc, nous avons 1 heure pour partager avec vous sur la thématique de ce jour. Alors, je pose déjà la première question. Alors, avant de poser la première question, je vais permettre quand même à nos panélistes de pouvoir présenter leur parcours et nous dire un peu leur expérience de ce thème-là de l'entrepreneuriat féminin. Donc, je vais appeler Nadine, on va commencer par toi, pour partager un peu ton ex autour de la thématique. Bonjour, bonjour à tous. Je me réjouis de me présenter en face de vous. J'en fais même un privilège d'être partagé ce moment d'expérience. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une particularité avec les différents panélistes, avec les 2 panélistes et même avec la modératrice. Je vais vous faire savoir que la modératrice a été ma première trône en Côte d'Ivoire quand je suis rentrée en 2002. Madame Dombello m'a donné ma première chance dans une banque de la place et c'est peut-être le lieu de il y a 15 ans cela de m'avoir donné cette première chance. En termes d'expérience, Bijan. Madame Touré a été présentée, elle n'est plus à présenter. Elle a été aussi élue en membre il y a 6 ans. Elle n'a pas arrêté de me soutenir, de m'encourager à m'inscrire dans les différentes sessions patronales. Je n'y croyais pas et j'espère qu'à la fin de cette rencontre, vous allez y croire.
je ne croyais pas. Aujourd'hui, je suis d'une association patronale, entre autres, parce que j'avais comme aîné, mentor, Madame Touré. On l'a dit, nous avons avec nous une ancienne de beauté qui reste toujours une reine de beauté. C'est important d'avoir un modèle, d'avoir une femme qui est en délice visuelle, physique, mais qui est aussi délice intellectuelle. Je vais m'arrêter là, dire que je suis heureuse de partager ce plateau avec de grandes dames. Le thème, je suis femme, entrepreneur, pourquoi pas vous? Je suis effectivement une femme mariée, épouse, j'ai 2 enfants. Mon aîné a 10 ans, mon dernier 7 ans. Une différence, hein, 17 et 7. Parce qu'il fallait mon entreprise entre temps, donc j'ai pas mal de bébés entre temps. Alors, entrepreneur, je suis entrepreneur depuis 19 ans, mais la perception que j'ai, définition que j'ai de l'entrepreneuriat, dans des motivations des uns et des autres, j'ai commencé à en prendre beaucoup plus par nécessité. Issu d'une famille, on va dire, faut pas avoir peur. J'ai reprendre, venir aux besoins de ma famille très jeune. Donc ce n'était pas la grande ambition de réussir dans la vie et ainsi de suite. Mon ambition, c'était simplement de subvenir aux besoins de ma famille. C'est comme ça que j'ai commencé à entreprendre, déjà étudiante. Par la suite, avec la fashion, par la suite, les sciences d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose d'évolutif. J'ai évolué dans un premier temps dans le transport. Ensuite, je me suis intéressée à l'agriculture. Je suis toujours dans l'agriculture d'ailleurs. J'ai une agence d'affaires qui était une agence de qui a évolué aujourd'hui, qui est une agence d'affaires dans l'événementiel et dans le tourisme. Administrateur de plusieurs entreprises. Madame Domelo l'a dit, administrateur au fonds d'entretien routier, également dans un fonds, dans un fonds de développement dans la souris. Et je suis également dans la construction. Je commence à m'essayer à la construction. Donc oui, je suis entrepreneur, céréal entrepreneur. Pourquoi toi? Pourquoi pas toi? On aura l'opportunité au cours de vous inspirer un peu à franchir ce pas de l'entrepreneuriat, qui fait pas de nous des superwomen, qui fait de nous des femmes simplement, des héroïnes pour certains, mais c'est possible, tout le monde peut y arriver. Je vous remercie. Après notre entrepreneur, nous allons céder la parole à Laetitia, partager son expérience autour de la thématique. Tous. Moi déjà, je préviens d'avance parce que j'ai toujours des problèmes de voix. Donc la voix qui fait des back-off. Je vais essayer de réussir en tout cas à parler, de faire sortir ma voix. C'est un petit peu difficile de passer après Nadine, comme elle disait, qui est grande sœur. Je crois que j'ai déjà parlé de mon parcours académique. Donc moi, si je dois me présenter, je dirais un peu que j'ai commencé dans l'entrepreneuriat un peu par opportunité. Même si j'ai tout en moi, donc toujours professionnelle depuis que je suis enfant. J'ai et les études, quand je faisais des plutôt pour lancer mes études, donc marketing, comptable des restaurants, autres. Non. Au cours d'une rencontre, je rencontre pas mal de mannequins avec qui nous montons une association qui s'appelle Non Frontières, projet autour vers la mode. Et le projet, c'est courir 5 continents, 40 continents, un tour du globe. Les 2 premières robes de lapin ont été à l'ONU en présence de Kofi Annan. Et donc, à l'issue de tour du monde, l'ensemble des collectés. J'ai apprécié le fait qu'il faille définir la stratégie, se communique sur le sujet. Et finalement, on a présenté donc le spectacle à travers la mode à Cholet, au Père Cardinary, au Vendée-Globe, on a parcouru un petit peu la France. Et je me rends compte finalement, moi qui vivais à Angers, il n'y a pas d'agence événementielle sur Angers. Tous les grands événements qui se faisaient toujours organisés par des esprits parisiens. Je me suis demandé, mais pourquoi pas moi? Je fais des études de comptabilité, alors je déteste la comptabilité. Oui, ça me sert. En tant que chef d'entreprise, c'est un élément que je déteste foncièrement. Je suis de comptable. Hein. Donc, pendant que je travaillais dans le cabinet, j'ai commencé à préparer mon projet. Ça m'a pris 1 an. Avant de lancer ma première entreprise, donc en 2004, officiellement, je me suis dit, quand on va à l'école, je fais de matière de droit, je fais de la gestion commerciale, je fais tout ce qu'on connaît de fabrique, mais ce n'est pas la pratique. Parce que finalement, même en cabinet, vous apprend à faire saisie, faire des bilans, mais ce n'est pas l'entrepreneuriat. Donc je décide finalement de laisser ce bagage intellectuel pour aller me confronter à la vraie réalité du terrain. Donc j'étais devenue meilleure amie. Il y a un site APE.fr, je ne vais pas le citer, qui est devenu mon meilleur ami.
Dessus, j'avais toutes les fichiers. Il fallait maîtriser les rouages de l'entrepreneur en France. J'étais quand même dans mon pays. Je suis étrangère, je suis jeune. Donc, il fallait que je maîtrise mon secteur d'activité. Pourquoi est-ce que je veux venir faire de l'événementiel alors qu'à la base, background sciences politiques et comptable? Je me suis dit, bon, ça, tu oublies un petit peu tout ça et tu te mets au travail. Donc, j'ai fait des courtes, des formations en leadership, des formations financières pour non-fonds financiers. Je suis financière parce que j'avais besoin de maîtriser cet aspect-là de l'entrepreneur qui n'est pas fait à l'école. Donc je prends un an et puis j'occupe parce que pour mes cours, je suis en des grands patrons sur internet, chaud. Est-ce que ça vous présente un projet du même type et travailler avec moi? Je pense positive, des réponses négatives, tout eu. Et avant d'avoir l'entreprise, j'avais mon premier contrat en 2004. C'était le contrat avec Ford les voitures. J'organisais un road sur 5 villes en 6 années. Ça, c'était mon premier contrat qui m'a permis justement de rentrer dans l'entrepreneuriat. Donc, premier compte, c'était vraiment faut préparation, persévérance, et il faut aller au boulot. C'est comme ça que je lance ma première entreprise. Finalement, pour des gens qui ne connaissaient pas, j'étais trop étrangère, tout ce qu'on veut. Ben, on n'a pas regardé en fait qui j'étais, ils ont accepté de faire confiance. Et finalement, moi, mes crapes, c'était Carrefour, c'était Géant, pour pas les citer, c'était Opel. J'ai eu tous les crapes possibles et inimaginables. Et finalement, en 2006, je décide de rentrer les gens pour lancer mon nom présente ici avec dans cette salle une version donc du projet Mots de sans frontières. Et puis je perds mes papiers. Comment je retense? Prends 3 mois et demi. Du coup, 3 mois et demi, je redécouvre mon pays. Je me dis, ah mais Abidjan est chic. Il faut quand même que je puisse également apporter ma pierre aux défis. Donc comment est-ce que je fais? Donc peut-être la suite, on va la découvrir pendant les différents échanges. Mais ce qu'on retient là, c'est qu'il faut beaucoup de... En tant que femme entrepreneur, il faut avoir d'audace, il faut avoir peur, il faut sortir de sa zone de confort. Donc on va développer au cours de notre panel. Donc super Mélétia, je vais demander à Masogbé de partager aussi son expérience sur le sujet. Ah oui, je connais Masogbé, mais je pense que la répétition est pédagogique. D'accord, bien Rose. Alors, bien, je vais tout rire quand Malo vient de présenter. Paysanne, voilà. Je viens du milieu rural. Alors, pour ma petite histoire, j'ai travaillé déjà dans un groupe international. Et à quelques années, puisque je suis issue de ville qui est placée comme l'une des plus de Côte d'Ivoire, donc la ville d'Odiéné, pour qui connaissent la carte, c'est au nord et 850 km d'Abidjan. Et je suis là-bas grandi et j'ai vu tout ce qui se passe comme hier. Parce que c'est une ville qui a pour activité principale l'agriculture. Cette agriculture basée sur la culture soumise à tous les aléas climatiques, soit il y a eu, soit il n'a pas eu. Donc du coup, la ville est déserte et tout le monde venait, je venais en basse pour avoir un lendemain meilleur. Donc à un moment donné, quand j'ai travaillé, j'ai eu la chance de faire en Inde, précisément à Madras, et j'ai vu que l'économie de là-bas reposait sur la nourriture. Et nous avons des anacardiers plantés chez nous, qui l'origine plantés pour pouvoir lutter contre l'avancée des airs ou créer la forêt, puisqu'elles résistent au feu de boue et tempéries. Donc je suis revenue et j'ai mûri l'idée. Un jour j'ai missionné. Alors, c'était pas facile. Comme quoi, il faut oser, il faut croire. J'ai démissionné, moi, est-ce qu'il ne faut pas appeler un psychologue parce que je crois que ça ne va pas bien? Parce que j'ai dit, tu as eu un boulot, tu dis que c'est retourner au village. C'est bien, qu'est-ce qui se passe? Donc c'était facile. D'où le soutien des parents, le soutien de l'époux. C'est extrêmement important, le soutien de la famille. Je suis revenue. J'ai vu mon papa et j'ai expliqué. Il m'a dit, j'aurais aimé que tu restes et m'envoyer de l'argent. Comme les autres, sinon on est tous ici, c'est un peu plus difficile. J'ai dit, c'est vrai, mais je veux juste ta bénédiction et je pense qu'avec ça, on pourra partir. L'histoire est longue, je m'arrête là. Pour vous dire, en ce moment, la Côte d'Ivoire est en bas de l'échelle en matière de noix de cajou. C'était même une fille. C'était pas considéré comme un produit qui peut générer des revenus et de secours à compter sur ça aujourd'hui. Nous étions en Guinée-Bissau, le premier pays africain producteur de noix de cajou avec environ 100 000 tonnes. Nous sommes, pourquoi pas nous? Depuis cette période, nous avons planté l'anacarde. La première production, c'était 5 hectares. Nous avons attendu 4 ans et la récolte qu'on a obtenue, on n'a pas vendu un seul lot. Nous avons fait l'échantillonnage de cette production. Nous avons fait semences pour tester les techniques de planting aux paysans, à nos parents, pour essayer cette
essayez cette opportunité. C'est une nouvelle situation. Un jour viendra, vous aurez les revenus. Investissez dessus, vous aurez le retour sur investissement d'ici peu. C'est ce que nous avons fait. Nos parents nous et je peux dire qu'à force de travail et de persévérance, la Côte d'Ivoire est premier producteur africain de la métallurgie. Je salue performance. Et dans ce que dit Madame Touré, il y a une chose que je retiens, la vision. Un chef d'entreprise doit avoir de la vision. Il y a un panel qui était conduit par l'ancien président mondial de Chambre économique. Il parle du manager, du leader transformationnel. Et je crois qu'on le vivant. Quelqu'un qui a eu un impact dans son environnement, et à la construction d'Ivoire. Vraiment, félicitations. Vous êtes vraiment un modèle pour une génération. Alors, je voudrais justement sauter sur le sujet. Toujours la parole en disant de la entrepreneuriat. Il y a une question qui me dérange là. C'est pourquoi est-ce qu'on parle de l'entrepreneuriat? Pourquoi on différencie l'entrepreneuriat féminin de l'entrepreneuriat tout court? On ne parle pas d'entrepreneuriat masculin. Vous pouvez nous en tenter de te retourner la question. Pourquoi l'entrepreneuriat? Pourquoi on ne pose pas la question pourquoi l'entrepreneuriat masculin? Pourquoi on ne parle pas d'entrepreneuriat au niveau des hommes, quelle que soit la taille, quel que soit le niveau? Je suis d'accord. Moi, le management non sexuel, le management civique, particulièrement l'entrepreneuriat féminin, que les femmes soumises à des contraintes, les hommes non. Parce qu'il y a des heures qui, si l'honneur, une fille pour pouvoir mettre de savoir comment foyer, sa famille, ses enfants, sa belle famille et son entourage et gérer son entreprise, voir dans cette entreprise. Donc le fait d'avoir un entrepreneur féminin, finalement, c'est vertueux. C'est vertueux. C'est un métier et ça demande beaucoup de respect et d'admiration. Et c'est pourquoi nous parlons de ça pour permettre à ceux qui n'ont pas encore perçu que être femme entrepreneur, c'est tout un symbole et c'est même une noblesse. Parce que ce n'est pas permis tout le monde d'avoir une vie tracée pour prendre un chemin reculé où tu n'es jamais su comment ça va se faire. Et avec cette vision, passion de vie, on arrive à travers rêve réalisé à tout le monde. Nous avons du respect, quelle que soit ton entreprise. Que tu as osé prendre, pas voulu, tu réaliser. Tu as les 1000 francs que tu vas créer de la richesse. Cette personne, beaucoup d'admiration et d'encouragement. Ça mène à la deuxième question que je souhaiterais poser à Laetitia. Les femmes sont sous-représentées dans notre métier de fait. J'ai envie de dire qu'il y a déjà, si on prend notre moment aujourd'hui, réussi de l'affectement par le monde qu'à la ligne d'entreprendre. Justement, Mme Touré parlait de pesanteur tout à l'heure. Entreprendre est devenu un peu compliqué pour la famille. Notre rôle, c'est finalement de tenir un foyer ou de s'occuper des enfants. Donc, forcément, moi en tout cas, dans l'ensemble de mes activités, pas également des filles, à compétences égales, je n'embauche que des femmes, uniquement. J'ai presque honte de dire que les hommes chez moi, c'est mon chauffeur et le coursier. Mais j'ai également des collaboratrices dans la salle. Chez nous, on n'embauche que des femmes. Donc, compétences égales, c'est que des femmes qu'on embauche. Donc c'est un bel exemple pour promouvoir la femme. Une femme chef d'entreprise, elle aura tendance effectivement à promouvoir les femmes à compétences égales. Donc je voudrais avoir le point de vue aussi de Nadine par rapport à cette question. Pourquoi est-ce que les femmes sont sous-représentées dans l'entrepreneuriat? Laetitia a parlé des difficultés, je veux dire, du regard de la société par rapport à la question de la réussite sociale. Est-ce que tu es d'accord sur mais en fait, je partage, de toute façon, je partage le point de vue de Laetitia. L'entrepreneuriat féminin dont a parlé Madame Touré, qui est noble, il faut reconnaître que ce chemin épineux de l'entrepreneuriat est totalement asexué. Mais est-ce que nous-mêmes, on en a conscience en tant que femmes? Avons-nous conscience, nous, femmes, qui avons des idées, qui avons des projets, de sortir de notre zone de confort pour effectivement entreprendre? Est-ce que les femmes qui entreprennent sont suffisamment visibles pour être des modèles pour celles qui ont encore des freins, qui sont des freins psychologiques, moraux ou que sais-je encore? À compétences égales, les femmes elles-mêmes sont des freins. Sont des freins pour leur développement, sont des freins pour leur visibilité. On va parler de visibilité. Il y a des femmes qui entreprennent, qui ne sont pas visibles.
Donc on va revenir encore aux modèles qui doivent se faire au plus haut pour permettre à d'autres d'entreprendre. Alors j'ai bien compris que il y a un phénomène d'auto-limitation. Les femmes elles-mêmes s'auto-limitent pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et peut-être que dans nos sociétés, nous ne donnons pas suffisamment de visibilité aux femmes entrepreneurs qui réussissent pour qu'elles soient des modèles et qu'elles puissent inspirer d'autres femmes à se lancer effectivement en tant que chef d'entreprise. Je voudrais poser la question à Madame Touré, toujours dans ces continuités-là, de savoir quels sont les problèmes fréquents auxquels sont confrontées les femmes qui veulent bâtir des entreprises et comment elles doivent les surmonter. En tant que femme, est-ce qu'il y a des problèmes inhérents à la condition de femme dans cette ambition d'être chef d'entreprise? Madame Touré. Merci. Je vais donner un élément de réponse sur la première question. Pourquoi les femmes sont moins représentées? Voilà. Je vais dire que cette affirmation, je ne la partage pas toujours. Parce que les femmes sont entreprenantes. La plupart sont dans le secteur informel. Et quand elles sont dans le secteur informel, elles ne sont pas valorisées. Et en termes de statistiques, on ne tient pas compte de ces femmes, de ces braves femmes qui exercent dans le secteur informel et qui brassent des milliards par jour. Parce que à travers leur savoir-faire, elles valorisent leurs rêves et elles partagent. Une femme, par exemple, qui vend de la loco dans le quartier, elle est connue pour ça. Elle va scolariser ses enfants. Elle va s'occuper de sa famille à travers ce qu'elle fait. Et aujourd'hui, même une femme qui vend de la loco, elle a peut-être même 3 à 4 personnes qu'elle embauche. Donc, ça diminue le rang des chômeurs. Donc, c'est la création d'emplois. Et je veux toujours que ce secteur soit vu, soit valorisé. Et c'est en ce sens, en tant que présidente de la commission de l'entrepreneuriat féminin, je me bats pour qu'on puisse recenser ces femmes, pour qu'on puisse savoir réellement combien pèsent ces femmes entrepreneurs dans l'économie ivoirienne. Combien sont-elles? Il faut une statistique. Il faut faire des recensements pour valoriser effectivement. Les chiffres avancés aujourd'hui, les chiffres sont faux. Ce n'est pas la réalité. Parce que ça tient compte juste du petit secteur formel. Or, il nous appartient, nous, de tirer ces femmes de l'informel pour les amener au formel. Et donc, ça débouche sur ta dernière question. Quels sont les frais? Il y a beaucoup de frais. Il y a la pesanteur culturelle, sociale et environnementale. Parce que déjà, la femme, elle est pleine d'idées. Elle a son projet dans la tête. C'est un projet très bien, mais ça peut être refusé à la banque. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu la capacité managériale de bien traduire ce rêve à un projet bancable. Ça fait un premier frein. Deuxième frein, elle est parfois limitée dans les moyens financiers pour pouvoir aller vers des cabinets spécialisés pour pouvoir monter un dossier bancable. Ça fait que l'accès au financement est un problème. Mais nous disons quoi? Même quand on a le financement, il faut pouvoir avoir la formation et l'information. Parce qu'on peut avoir le financement. Quand on ne sait pas comment il faut utiliser, tu peux t'en sortir avec des dettes sans savoir. Parce que tu ne sais pas, tu n'as pas pris le bon crédit. Et c'est en ce sens que j'ai fait un clin d'œil aujourd'hui à nos banquiers. Au XXIe siècle, l'heure n'est pas aux banques classiques. Non. Gérons autrement la banque. Surtout pour les femmes entrepreneurs, chaque femme entrepreneur doit avoir une mesure. Donc je souhaite avoir des banquiers, couturiers plutôt, qui font du sur-mesure que de faire du classique. Ouais. Je vois que la salle approuve. Oui, parce que c'est tout ça qui mine le secteur entrepreneurial et ça fait que du coup, nous avons des problèmes. Nous, aujourd'hui, on nous parle de success story. J'ai dit non, je n'ai pas de success story. On se bat toujours. À chaque niveau, tu as son problème. Quand tu es au sommet, tu as les problèmes aussi de sommet. Ainsi de suite. Quand
tu as une petite affaire, les problèmes sont petits. Quand c'est grand, le problème est grand. Donc, à tous les niveaux. Mais il faut qu'on nous comprenne. Il faut qu'on nous comprenne, qu'on comprenne les femmes. Si on ne donne pas le goût de l'entrepreneuriat à la jeune génération, il n'y a plus d'État-providence. Quand elles sortent de l'école, quand les jeunes filles sortent de l'école, elles en veulent, elles ont la fougue de pouvoir traduire ce qu'ils ont reçu comme formation à l'école. Mais parfois, il y en a qui sont bloqués. Elles sont bloquées parfois, juste une formation suffit pour l'éclairer. Et je vois vraiment que là, c'est vraiment un cri de cœur et on le sent, c'est une femme de conviction. Et être chef d'entreprise, c'est d'abord avoir de la conviction, avoir de la foi. Avoir foi en soi, foi dans son projet, foi qu'on est capable de transformer sa société et d'apporter, contribuer au développement de son pays. Et pour cela, je voudrais saluer Madame Touré qui fait énormément au niveau de la commission de l'entrepreneuriat privé, de l'entrepreneuriat féminin. Elle a parlé de renforcement de capacités. Je pourrais signaler peut-être, elle pourra le donner dans le détail, tout ce que la commission entrepreneuriat féminin fait pour le renforcement des capacités des femmes, pour les accompagner, pour les aider aussi dans la structuration de leurs projets et les aider également pour pouvoir monter effectivement leur dossier de financement. Donc j'ai une question et je vais la poser à nos deux jeunes sœurs. Je vais commencer par Laetitia. Et le mari dans tout ça? Est-ce qu'il peut être un facteur bloquant? Ah oui, évidemment, parce que je veux dire, il faut savoir le choisir. Parce que quand vous travaillez beaucoup, le casting est important. Donc il faut choisir en tout cas quelqu'un qui est capable de vous porter vers le haut. Moi j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui est également entrepreneur. Donc forcément, quand on doit dormir à pas d'heure, on dort à pas d'heure, parce que tous les deux on doit travailler. Et du coup, on est compréhensifs l'un envers l'autre. Mais si je peux me permettre, en fait, sur la question précédente, quand vous parliez des problèmes auxquels on doit faire face, auxquels on a fait face en tant que femme entrepreneur, moi j'en ai eu deux. Le premier problème, ce sont les femmes elles-mêmes. Les femmes souvent sont méchantes entre elles. Je suis peut-être crue. J'aime bien que vous je vois que dans l'assistance, on approuve. Les femmes sont méchantes entre elles, alors que normalement c'est woman empowering woman. Il n'y a aucune raison qu'on ne se soutienne pas mutuellement. Mais les femmes, elles vous reprochent souvent leurs échecs sans connaître vos batailles. Et lorsque vous êtes... Les seuls problèmes que j'ai eu souvent en France, j'étais trop jeune et trop femme et trop noire. Donc, et le deuxième problème, en tout cas moi en ce qui me concerne, j'ai eu le malheur ou la chance, ça dépend de quel côté on se place en fonction du moment, de participer à un concours de beauté. Ma vie s'est arrêtée il y a 19 ans. On considère aujourd'hui que, parce que j'ai été Miss Côte d'Ivoire, je connais rien d'autre. Donc c'est comme un enfant aujourd'hui qui ne fait que 4 pattes, je n'ai pas évolué. Est-ce que j'ai eu des diplômes? Est-ce que je me suis battue? Le nombre d'entreprises que j'ai, on s'en fout. Vous partez souvent dans des appels d'offres, dès qu'on vous regarde, ah, c'est pas la Miss là. Du coup, vous avez tendance du coup à vous battre plus que les autres. Donc c'est également un avantage et un inconvénient. C'est de prouver. Avantage parce que ça m'a permis justement de me battre plus pour pouvoir prouver plus. Mais inconvénient parce qu'il y a des moments où justement on a presque tendance à ne pas vous prendre au sérieux. Parce qu'on se dit, ah, elle s'est présentée. Donc je dirais que, en fait, de ton expérience, ce qu'on doit retenir d'un chef, enfin d'une chef, comment on va dire, d'une chef, une femme entrepreneur, effectivement, comme qualité, effectivement, c'est de savoir transformer une adversité en opportunité. Donc je dirais, mesdames, changez le regard que vous avez sur les autres femmes. Parce que ce sont ces femmes, comme l'a dit Laetitia tout à l'heure, qui vont vous encourager, qui vont vous donner les opportunités de pouvoir vous accomplir et réussir aussi. Alors je voudrais, Nadine, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport, avant qu'on évolue dans le Alors le sujet ici, c'est de savoir choisir son compagnon, savoir choisir son conjoint, savoir faire le bon choix. C'est extrêmement important. Votre conjoint peut être un frein à votre développement. C'est une très bonne chose que de construire sa vie personnelle et professionnelle. C'est même essentiel de concilier les deux. C'est une belle gymnastique, on va peut-être y revenir, de concilier les deux. Vie de famille, vie professionnelle, mais le choix, et c'est aussi important pour les hommes comme pour les femmes,
Si nous avons dans cette salle une majorité de femmes, je vois de belles jeunes femmes en face de moi, sachez choisir votre conjoint. Une personne qui vous accompagne, que vous savez accompagner, parce qu'on est dans une complémentarité, quelle que soit votre compétence, quels que soient vos projets, vos ambitions, que sais-je encore, si vous êtes mal accompagné, vous ne pouvez pas décoller. Parce que l'adversité, vous l'avez à l'intérieur. Être entrepreneur, c'est être en adversité permanente dans la vie. Vous avez la concurrence, vous avez les problèmes de banque, c'est permanent, il faut se battre en permanence. Alors, évitez de vous battre, d'être en concurrence à la maison, évitez l'adversité à la maison, sachez faire le bon choix de vos conjoints, c'est extrêmement important. Ok, merci beaucoup Nadine. Alors, j'ai une autre question que je souhaiterais poser à Madame Touré. Quelles sont les erreurs... pardon, je vais peut-être demander à mes deux jeunes de répondre. Quelles sont les erreurs habituelles à éviter pour les femmes pour réussir dans l'entrepreneuriat? Donc, je vais passer la parole à Laetitia rapidement parce que je souhaiterais qu'on puisse donner la parole aussi à l'assistance. Je suis désolée, je vais être crue. Première erreur, en tout cas pour moi, l'une des seules erreurs à éviter, c'est éviter de considérer vos jambes comme vos meilleurs amis. Ça décrédibilise votre valeur travail. Point. Parce que la valeur travail, elle est essentielle. On pourra dire ce qu'on veut de vous. On pourra tout raconter sur vous. Votre valeur travail, elle vous définit. Et de même que les autres valeurs que vous avez, qui ne sont pas négociables. Bon, votre équité, la persévérance, votre probité, ce sont des éléments avec lesquels il ne faut pas dealer. Donc évitez de considérer en premier abord, être jolie, ça ne paye pas. C'est éviter de considérer en tout cas vos jambes comme vos meilleurs amis. Donc pas de compromis sur la compétence, le travail. C'est d'abord le travail qui paye. Nadine, est-ce que tu es d'accord? Faire du business, c'est être en séduction en permanence. Les hommes sont dans la séduction quand ils vont négocier des contrats. Quand vous êtes en négociation, vous êtes en séduction. Je cherche à vous séduire mon auditoire pour faire passer un message. Je cherche à séduire pour avoir un contrat. Mais il faut faire la part des choses. Une femme entrepreneur, une femme ambitieuse n'est pas une péripatéticienne, c'est un autre métier. C'est un autre métier. Nous avons parlé de modèles ici. Et bien justement, pour tirer d'autres femmes à entreprendre, pour tirer d'autres femmes à franchir le pas, la valeur travail n'est pas négociable. On parle de compétences, on parle de travail, on parle d'audace. Mais une femme, c'est une femme, et une femme, on peut parler de vertu de femme. Je voudrais demander à Madame Touré si elle partage ce point de vue, elle qui a une longue expérience dans l'entrepreneuriat et qui a dû être exposée à des situations pas toujours faciles à gérer. Ok, merci. Je pense que les jeunes ont déjà donné les conseils et tout. Tout ce que je pourrais ajouter, c'est qu'aujourd'hui, en tant que jeunes, prenez vos destins en main, osez entreprendre. Il n'y a pas de métier facile. Il n'y a pas de métier sans contrainte, il n'y a pas de métier sans problème. Il faut croire à ses compétences, il faut avoir la passion, il faut avoir la vision, et il faut être patiente. Il faut être patiente. Nos enfants aujourd'hui veulent tout de suite en même temps. Dès que, non. C'est dans les difficultés qu'on a la solution. Donc soyez patiente. Le temps est très important dans le business. Parce qu'au premier échec, il ne faut pas jeter l'éponge, il faut être persévérant. Et c'est dans cet échec que tu vas avoir la solution pour pouvoir repartir. Donc tout ce qu'on peut vous dire, ayez le goût de l'entreprise. Personne ne viendra faire à votre place. Heureusement ou malheureusement, c'est votre période, c'est votre temps. Le temps est venu pour vous de pouvoir vous prendre en charge, de prendre votre destin. Et le moment est favorable. La CGC est là pour vous encadrer, pour vous donner des renseignements, pour vous orienter. Et
le reste viendra après pour qu'ensemble, on puisse traduire. Vous traduisez vos rêves en réalité. On veut avoir pour la CGC Académie l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, avoir beaucoup d'exemples ici pour dire, moi je viens témoigner. J'ai été inspirée des mamans, des tantis qui ont parlé la dernière fois. Ça m'a inspirée et du coup j'étais sur le point d'échouer. Ça m'a donné du tonus, j'ai repris et aujourd'hui j'ai réussi. C'est de ça qu'il s'agit et c'est à ça qu'on s'entend. Merci beaucoup. En tout cas, des paroles de sagesse qui sont vraiment à saluer. Alors je voudrais poser peut-être une avant-dernière question, c'est et le rôle de l'État dans le développement de l'entrepreneuriat. Peut-être que je vais demander à Madame Touré de répondre, puisque en tant que présidente de la commission développement de l'entrepreneuriat, et puis je céderai la parole à nos deux autres panélistes. D'accord, merci bien, je ne vais pas être long. Je pense que le rôle de l'État, c'est un rôle important. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des autorités qui sont attentives, qui sont à l'écoute. Mais nous voulons maintenant traduire dans les actions. Il faut que ça soit dans l'acte. On ne veut plus de verbes. Et l'entrepreneuriat ne peut pas se développer sans un environnement favorable, sans une implication effective de l'État. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on n'a pas de banque de développement. Or, la plupart des femmes exercent dans le développement. On n'a pas de banque réelle qui est pour l'agriculture. Vous voyez, il y a pas mal de choses qui nous manquent aujourd'hui. Une jeune femme, malgré sa force, malgré sa vision, ne peut pas réunir tout ça elle-même, elle seule, pour pouvoir traduire ce qu'elle veut faire. Et du coup, la plupart du temps, les échecs viennent de ces gens de découragement pour dire, bon, écoutez, je ne peux pas parce que je suis confronté à tel problème. Nous interpellons effectivement l'État qu'on s'asseye, bon, si possible, qu'on puisse parler. On a entamé déjà, on a fait des propositions, nous avons fait des propositions, ils sont favorables, mais on est dans l'attente. Mais on ne va pas pour autant arrêter de discuter. Aujourd'hui, le plateau ne me permet pas de dévoiler, puisque ce que je n'ai pas dans la main, je ne peux pas dévoiler, parce que demain on dira que Mme Touré a menti. Or, je n'ai pas le dernier mot. Mais nous nous battons au quotidien pour qu'on puisse nous mettre des outils importants qui puissent booster un peu le développement de l'entrepreneuriat féminin. Et on dit toujours que derrière un homme, il y a une grande femme. Ou bien à côté d'un homme, il y a une grande dame. Mais nous disons, derrière un pays émergent, un pays développé, il y a une femme entrepreneur. Donc faites confiance aux femmes entrepreneurs et vous verrez les pays développés. Donc il faut effectivement faire confiance aux femmes, il faut les accompagner. Nadine, est-ce que tu attends quelque chose de particulier Moi, je vais parler d'éducation. Le rôle de l'État, c'est d'éduquer. C'est d'éduquer ses enfants, c'est d'éduquer une nation. Mais vous savez, une femme éduquée éduque ses enfants en tant qu'à la tête du ménage et ayant la responsabilité du ménage. Moi, je ramène en fait la question au ménage. Une femme à la tête de son ménage a cette fonction principale d'éducatrice. Alors, une femme éduquée éduque donc toute une nation. Ça revient à parler d'éducation. Investir dans l'éducation, c'est transformer toute une nation. Et donc les femmes. Merci. Laetitia, je voudrais savoir si tu partages ce point de vue. Parce que ça pose la question de savoir, est-ce qu'il faut nécessairement avoir fait de longues études pour pouvoir se lancer en tant que femme entrepreneur? Alors, je suis tentée de te dire non, pas forcément. Si je reviens à la question précédente, je partage évidemment l'ensemble des points de vue. Le rôle de l'État, au-delà du cadre légal et réglementaire, doit pouvoir également cartographier l'ensemble des métiers. Si on a beaucoup de femmes dans le secteur informel, il faut changer le modèle. Si vous avez donc des entrepreneurs dits normaux, entre griffes, dans des secteurs qui sont déjà réglementés, pour tout le secteur informel, il faut changer le modèle. Après, est-ce qu'il faut nécessairement faire des études? Je dis non. La seule chose, en fait, c'est qu'il faut savoir se faire accompagner.
On n'a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour être entrepreneur. Sinon, notre vendeuse ou le gérant de la cabine ou la vendeuse d'un loco, qui n'est peut-être pas à l'école, elle sait au moins compter de l'argent. Simplement, il faut se faire accompagner. Parce que dans la vie, on ne sait rien quand on n'a pas appris. Donc, il ne faut pas avoir peur de demander un accompagnement. Il ne faut pas avoir peur de demander également comment on fait X, comment on fait Y, comment je gère X ou Y. Il faut se faire accompagner. D'accord, il faut se faire accompagner et je voudrais demander à Madame Touré, qu'est-ce qui peut être fait par l'État, par les médias, peut-être pour changer la perception que l'on a des femmes chefs d'entreprise, parce qu'on les méjuge souvent. On dit elles sont ambitieuses, elles privilégient leur réussite sociale par rapport à leur vie familiale. Il y a pas mal de colibés aussi qui sont associés, et de connotations négatives qui sont associées. Qu'est-ce qui doit être fait au niveau de notre société pour changer cette image de la femme ambitieuse, et qui a de l'ambition pour elle-même, pour son entreprise et pour son pays? Merci. Mais ça, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est notre quotidien tous les jours, mais c'est le training, c'est la formation, c'est ce qui continue. Chaque jour que Dieu fait, comme ce qu'elles ont dit, il faut se faire confiance, mais il faut toujours mériter la confiance placée en toi. Il faut savoir vendre, pas te vendre, il faut savoir vendre ton entreprise. Il faut savoir vendre ta compétence. Et c'est à travers ta compétence qu'on va pouvoir te respecter. Je suis dans une filière où c'est extrêmement difficile. Et il n'y a que des hommes. Et je suis à la même table que des hommes, des multimilliardaires. Et c'est comme si tu comparais la fourmi et l'éléphant. Mais je n'ai aucun complexe, je parle. Je vends ma compétence. Je suis sûre de ce que je fais. Et je suis fière de l'être. Parce que je me suis dit qu'ils n'ont pas commencé par être grands aujourd'hui. Ils ont commencé quelque part. Donc, il faut croire en tes compétences. J'ai une question justement qui a été posée par Madame Namona Traoré, justement sur le sujet, sur la filière de la noix de cajou, et je souhaiterais la poser à la présidente. Je voudrais savoir comment s'installer dans le domaine de la noix de cajou, car depuis 3 ans, je caresse ce rêve, mais on m'a dit que c'était un projet beaucoup trop ambitieux. Déjà, on vous a découragé avant même d'avoir commencé. Madame Touré. Oui. Je voudrais que vous... Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à cette jeune dame-là qui caresse cette ambition-là, de rentrer dans ce secteur? Vous qui avez été pionnière et qui êtes la seule femme, je rappelle, la seule femme industrielle, donc qui fait dans la transformation de la noix de cajou. Oui, je pense qu'elle a le droit de rêver et elle peut rentrer. Il ne faut pas qu'elle reste seulement sur les préjugés. Comme j'ai dit, il n'y a pas de métier facile. Je vais rentrer dans ce business, c'est un peu vague. De quel côté tu veux rentrer? Tu commences par l'agriculture, tu commences par planter. Donc si tu plantes, nous à notre époque on attendait 4 ans. Aujourd'hui il y a des variétés améliorées, on attend 2 ans, 2 ans et demi maximum, on a les premières récoltes. Nous avons cette expérience et nous pouvons mettre ces expériences à votre disposition. On n'a pas de souci pour ça. Si tu veux faire l'agriculture. Aussi, si tu veux faire l'industrialisation, effectivement, c'est difficile parce que ça demande beaucoup d'argent. Et les contraintes liées à l'industrialisation, c'est pour ça aujourd'hui on est premier producteur mondial avec moins de 10% de transformation. Donc, il y a un contraste. Et c'est pourquoi j'ai dit que notre lutte continue. Je serai très fière de la Côte d'Ivoire seulement et du travail que j'ai fait, que lorsqu'on aura transformé la quasi-totalité de notre production nationale, c'est à ce prix qu'on peut parler de succès. Parce qu'on ne va pas continuer à développer l'économie des autres à notre détriment. Transformer sur place, moi par exemple, à mon petit niveau, j'ai 800 personnes. Multiplier ces genres d'exemples, je pense que ça peut bouter de notre espace la pauvreté et le chômage. Mais il y a un gros problème, c'est le fonds de roulement, parce que c'est une filière saisonnière. Pendant la récolte, il faut pouvoir faire son autosuffisance en matières premières. Donc pendant 3 mois, le stocker et usiner pendant 9 mois. Et c'est là qu'il y a le goulot d'étranglement. Vous savez, cette année, le prix de la matière première était très cher.
c'était très élevé, c'était même mieux payé que le cacao. Donc pour quelqu'un qui a une capacité d'usine qui va au-delà des 10 000 tonnes, vous comprenez que ça demande beaucoup de sous. Et la filière n'étant pas bien connue des financiers, donc vous convenez avec moi que ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut jeter l'éponge. Les autres sont dedans. Venez, on va agrandir le cercle et c'est ensemble qu'on peut pouvoir réussir le défi de la transformation. Donc ne vous découragez pas, nous sommes là pour vous conseiller. En tout cas, Madame Traoré, je ne sais pas lever la main. Madame Traoré, la présidente a dit, ne vous découragez pas, approchez-vous d'elle, elle vous donnera les conseils, elle vous orientera, elle vous enverra vers les différentes structures. Je sais qu'au niveau du ministère de l'Industrie, comme la filière noix de cajou et la transformation de la noix de cajou fait partie des objectifs de notre PND 2016-2020, je pense qu'aussi, là-bas aussi, vous pouvez avoir pas mal d'informations et savoir quelles sont les mesures d'accompagnement. En tout cas, courage, comme la présidente a dit, persévérez et croyez en votre projet. Je voudrais, on a un peu de temps. Vous pouvez toujours poser les questions hein, à travers le... D'accord. Bon, on est à l'ère du numérique. Hein. Donc, je voudrais poser une question à Nadine. Si c'était à refaire, est-ce que vous feriez un choix différent de carrière professionnelle? Alors, si c'était à refaire, je me suis énormément enrichie de mes échecs de départ. Parce que si c'était à refaire, il est évident qu'avec ces 19 ans d'expérience que j'ai pu avoir dans l'entrepreneuriat, j'aurais fait différemment. Mais d'un autre côté, c'est une force. Aujourd'hui, je l'ai transformé en force parce que ces échecs-là me portent et me permettent d'orienter différemment mes différents projets, les différentes entreprises que j'ai la chance de diriger. Alors si c'était à refaire, oui, j'aurais rien changé. Merci, j'aime ça. Alors Laetitia, qui est partie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, avec un titre de Miss, contrairement à ce qu'on pourrait croire qui aurait pu être un avantage, mais qui a été, disons, un handicap hein, de départ. Si c'était à refaire, est-ce que vous feriez le même choix? Je ressaute dedans, les deux pieds joints, les mains liées, je replonge dans la marmite de l'entrepreneuriat avec plaisir. Ça m'a demandé une bonne dose d'humilité aussi, si vous voulez, parce que quand j'ai quitté la France pour recréer en tout cas des entreprises en Côte d'Ivoire, j'ai dû repasser par le salariat. C'est ça qu'il faut dire. Et j'ai quand même fait 7 ans, 8 ans quand même pour maîtriser mon environnement, parce que justement je savais que en Côte d'Ivoire, on ne me connaissait qu'en tant que Miss Côte d'Ivoire et pas forcément professionnellement. Donc il était important de step back, réapprendre, maîtriser et puis ensuite se relancer beaucoup plus fort. Après, j'ai eu également des échecs. Mais chaque échec, comme je viens de dire, ça vous montre que justement, ça vous donne encore plus de goût parce que vous vous dites, non, je ne suis pas encore arrivé, ça arrive. Laetitia, tu tiens le bon bout. Donc, si ça refaire, avec plaisir. Je veux dire, on ressaute, c'est presque plus une question. C'est presque plus une question, merci. Donc, Madame Touré, avec vos 30 ans de recul, si c'était à refaire? Moi, je ne poserai pas la question sur cet angle-là. Je me dis aujourd'hui, on a de l'expertise nationale. Il nous appartient de pouvoir donner nos expériences à nos enfants, à nos jeunes sœurs, pour leur permettre d'éviter les échecs que nous avons connus. C'est-à-dire leur permettre de pouvoir capitaliser quand même le bon côté déjà et les éviter quelques erreurs que nous avons connues parce que nous étions au départ. C'est ce qu'on peut livrer aujourd'hui aux enfants. Une parole de sagesse, hein, nous sommes vraiment dans la transmission, hein, dans la transmission générationnelle. Donc merci Madame Touré de prendre de votre temps au niveau de je dis toujours hein, au niveau de la commission de l'entrepreneuriat féminin, justement pour pouvoir accompagner, partager
partager vos succès, partager vos échecs, pouvoir conseiller, coacher, mentorer aussi, parce que ça aussi c'est une voie aussi pour les femmes, la solidarité féminine. On ne pourra rien faire si nous ne sommes pas solidaires, si nous ne changeons pas ce regard que nous avons sur nous-mêmes, hein, ce regard qui est parfois handicapant. Donc je pense que, comme Madame Touré l'a dit, il est important effectivement que cette transmission là, générationnelle se fasse. Je voudrais peut-être, il nous reste, excusez-moi, hein, je vérifie. On a encore un peu de temps, donc on pourra laisser quelques questions dans la salle, parce qu'il y a quelques questions qui apparaissent là. Je voudrais peut-être demander à chacune de nos panélistes, est-ce qu'elles ont un message pour les femmes qui veulent créer leur entreprise ou qui sont peut-être aujourd'hui un peu découragées par l'adversité, hein, parce qu'elles ne sont pas forcément soutenues. Est-ce qu'elles ont un message inspirant pour les motiver, soit à créer leur entreprise, soit à demeurer dans l'entrepreneuriat? Donc Laetitia. J'ai envie de dire que le message que je veux donner, c'est plutôt un message de foi. Il faut croire en soi. Et puis une fois qu'on vous croyez en Dieu également et que vous vous lancez, vous savez que vous êtes toujours sur la bonne voie. Quelles que soient les épreuves, il faut y croire, il faut persévérer. La persévérance est la clé. Donc j'ai envie de vous dire, si vous avez envie d'entreprendre, que vous avez construit votre projet, c'est pas tous les projets, il n'y a pas tous les projets, c'est pas avec tous les projets qu'on fait des business plans. Moi, c'est souvent le conseil que je donne également. Il y a des projets pour lesquels, vous savez, vous sentez le truc. Vous vous lancez. Si vous devez vous planter, ben, vous vous planterez, mais vous apprendrez au fur et à mesure. Évidemment, si on peut vous empêcher, en tout cas, de faire les mêmes erreurs, c'est tant mieux. Mais comme chacune également a son domaine, c'est en se trompant qu'on apprend. Donc, il faut y aller, il faut persévérer. J'ai envie de dire, c'est le seul mot véritable dans l'entrepreneuriat. Il faut persévérer, il faut garder la foi. Garder la foi. Donc, je demandais à Nadine également si elle a un message. Le premier facteur bloquant, c'est nous-mêmes. On a un vrai blocage psychologique qui nous amène à rester cloîtrés dans nos idées, dans nos projets et à ne pas mettre un pas en avant. Le message à passer n'est pas de dire qu'entreprendre, c'est un jardin rose fleuri, c'est printanier. Eh bien, c'est faux. La vie n'est pas facile. Entreprendre, c'est difficile. Mais quand on a un minimum de passion pour son idée, ça part d'une idée, quand on a un minimum de passion pour son idée, et qu'on prend le temps de le construire et de franchir un pas, les difficultés qui sont rencontrées peuvent être transformées. Il y a une lueur forcément parce que on va revenir à la foi. Oui, il faut avoir foi en vous. Il faut avoir foi en votre projet. Il ne va pas se réaliser en un éclair. Il ne va pas se réaliser comme vous le souhaitez, au moment où vous le souhaitez. Mais la persévérance, ce sont des maîtres mots, hein. La confiance en soi, la persévérance, la foi soulève des montagnes. N'ayez pas peur, mesdames. Franchissez le pas et ne procrastinez pas. Je peux le faire, je vais le remettre à demain. Non, il y a un bébé. Non, je me marie avant. Non, mon mari. Allez-y, mesdames, si vous le sentez. Vous avez du nez, vous avez du flair. Tout le monde ne peut pas entreprendre, mais celles qui peuvent entreprendre, faites-le. Celles qui veulent entreprendre, pas peuvent, parce que vous pouvez. Celles qui veulent entreprendre peuvent le faire. Franchissez le pas, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'échec, parce qu'au bout de l'échec, il y a la réussite. Le message est clair. Mesdames, il faut vaincre vos propres peurs. Et ça me permet de rebondir sur une phrase qui me revient, enfin qui m'est venue tout de suite à l'esprit, c'est que rien de grand ne se fait sans passion. Donc je vais poser la question à Madame Touré. Est-ce que vous avez un message, pas seulement pour ces femmes, hein, mais je pense qu'il y a quand même des hommes, merci à vous d'être dans cette salle. Ils ne sont pas nombreux, mais merci à vous de nous soutenir. Est-ce que vous avez un message pour elles et pour eux? Bon, tout ce que je peux dire,
Tout ce que je peux donner comme message, c'est de dire d'être patient. La patience est un chemin d'or. Et il faut porter son projet. Ne dis pas, je suis de formation coiffeuse, mais ma voisine, elle vend du poisson, elle s'est épanouie et ça marche très bien. Donc je vais laisser mon métier pour aller faire ce qu'elle fait. Ça a réussi pour elle parce qu'elle connaît ce travail. Toi, tu es coiffeuse, concentre-toi sur ta coiffure et tu vas avoir les retombées. Donc ne fais pas parce que l'autre a réussi. Il faut faire parce que tu connais, tu portes, tu as une vision pour ce projet. Tu sais comment il faut développer et porter son projet. C'est extrêmement important. Et avoir la patience. Avoir la patience. C'est très, très important. Parce que si vous mettez une sauce au feu qui n'est pas cuite, après, elle est désagréable. Mais quand vous mûrissez bien le projet, il est bien mûr et vous le mettez sur le marché, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Persévérer et oser entreprendre. Merci. Merci beaucoup. Alors, on arrive au bout de notre panel. Il y a quelques questions quand même dans la salle qui ont été posées. Donc, je voudrais donner quand même l'opportunité, parce que donner l'opportunité à l'assistance, donc à travers ma voix, de poser la question à notre panel de qualité. Donc, il y a Madame Fatoumata Bamba qui demande: Mesdames, quels conseils pouvez-vous donner à cette nouvelle génération de femmes entrepreneurs qui n'ont pas la capacité de transformer leur projet en un projet de banque? Madame Touré, je sais que cette question est pour vous. Oui, mais on a même répondu en partie, parce que nous avons dit qu'il faut d'abord porter le projet. Effectivement, si vous avez votre projet et vous n'avez pas la capacité de pouvoir traduire ça, ce projet en projet bancaire, mais il y a des structures comme la CGC, comme la Chambre de commerce qui vous accompagnent dans ce sens-là pour que effectivement on puisse regarder et voir comment nous pouvons vous accompagner pour pouvoir rendre le projet bancable. Et ils peuvent aussi également vous conseiller pour dire effectivement ce projet, de par ma fonction, j'ai vu ce projet fait par Pierre. Mais dans l'exécution, voilà les problèmes auxquels Pierre a été confronté. Ça t'évite déjà ces problèmes que tu aurais pu avoir. Donc ces structures sont présentes pour pouvoir vous accompagner. Nous nous battons, nous, en tant que structure, Chambre de commerce ou CGC, nous ne sommes pas des banques, mais nous sommes des forces de facilitation pour permettre aux jeunes entrepreneurs, pour permettre à l'ensemble du secteur privé de pouvoir traduire son projet en un projet bancable. Parce qu'on peut dire aussi, ah non, pendant la conférence, je suis venue parce que Mme Toura a dit qu'il faut venir avec, tout de suite ça va se transformer. Non, ce n'est pas comme ça. Vous venez, il y a des structures et de par notre, avec les membres qui composent les structures comme la CGC, ça peut être au niveau de la commission de l'entrepreneuriat féminin, comme dans d'autres commissions justement, pour dire que voilà, c'est des jeunes qui porteurs de projets, parce que nous avons toutes les structures représentées au niveau de la CGC pour permettre de pouvoir assister au mieux et avoir de meilleurs chefs d'entreprise pour demain. Merci Madame Touré. Je rajouterai aussi qu'au niveau de la CGC, il y a une initiative justement pour accompagner les jeunes entrepreneurs et les femmes. Voilà, le projet Prodige. Voilà, donc venez à la CGC, à la maison de l'entreprise au plateau, pour vous renseigner et pour avoir toutes les informations pour pouvoir vous accompagner dans votre projet. J'ai une question, enfin pas une question, mais une contribution de mademoiselle Liliana Lamberaka. Je sais que c'est mademoiselle parce que c'est ma fille. Bon. Et si chaque femme entrepreneur peut, au nom de Women Empowering Women, sponsoriser une femme entrepreneur, on pourra créer une chaîne de solidarité féminine. Qu'en pensez-vous, mesdames?
Laetitia, je crois que vous avez commencé à vous exercer. Je crois que j'en parlais déjà dans mon propos avant, que normalement on doit pouvoir se soutenir entre nous. Et moi je trouve que c'est une très belle idée. Après on fait déjà chacune à notre niveau du mentoring, en accompagnant également d'autres femmes entrepreneurs et en leur donnant des conseils. Si on arrive à le faire également via une plateforme officielle, why not, en tout cas je suis pour le projet. Donc on va l'inscrire dans les recommandations qui seront faites et issues de ce panel. Nadine? Mais moi, je le fais modestement au niveau de mon entreprise. J'ai un poste de stagiaire hein, pour accompagner les jeunes dames en fin de cycle de formation. Nous avons un stage payant pour les soutenir, les accompagner. Et à la fin de leur stage, il est évident que je ne peux pas retenir tout le monde, quand elles ont des projets, au sortir de leur stage dans mon entreprise, je les soutiens financièrement à se mettre, à s'installer. Je l'ai fait pour un certain nombre. Il y a eu des réussites dont je suis fière, qui sont très connues d'ailleurs, et il y en a d'autres qui ne réussissent pas et qui ne reviennent pas malheureusement donner de leurs nouvelles. Je le fais, mais c'est modeste. Je le fais vraiment modestement à mon niveau. Et c'est une excellente idée. C'est une très bonne idée. Je dirais que même si c'est modeste, au moins c'est fait. Donc je vais poser la question à Madame Touré pour avoir son point de vue sur la question du coaching, du mentoring. Bon, je vais dire que c'est mon métier, c'est ce que j'ai fait au quotidien. Parce que je ne peux pas vous dire le nombre de personnes que j'ai coachées, jeunes, même jeunes travailleurs. Je te découvre dans ton travail et j'essaie d'échanger avec toi. J'ai encouragé pas mal de femmes comme ça à s'installer et aujourd'hui c'est une fierté pour moi. Elles sont même à l'international. Au début ça a été dur et il faut avoir toujours les mots parce que les premiers mois il y en a qui m'appelaient mais ma soeur tu m'as dit de partir. Là comment je paye mon personnel? Donc j'ai dit non c'est comme ça ma chérie, allons-y doucement et ainsi de suite, ainsi de suite. Coacher, faire le mentoring, il y en a, j'en ai fait beaucoup et en décembre encore on doit pouvoir en faire avec les héroïnes. Bon, ça c'est médiatisé, mais sinon, même présentement, j'ai au moins 15 personnes qui sont dans ma boîte, avec qui nous travaillons. Bon, c'est des stages payés, et au finish, ils ont parfois soit du travail, ou bien elles font leur activité. Je n'ai pas d'argent donné, mais je donne mon expérience, je donne les conseils, je les oriente, et ça leur permet quand même d'économiser parce qu'il y a des échecs qu'ils auraient pu faire parce qu'ils n'avaient pas l'expérience, on les évite à faire ça. Mais là, il y a pas mal de jeunes gens. Et j'ai travaillé aussi avec le groupe des mobilisés. C'est ça? Voilà, c'est ça. Bon, c'était du bénévolat, donc on a placé pas mal de jeunes dans ce sens, à près d'une centaine. Comme quoi, on peut être femme, entrepreneur, gérer une entreprise, gérer une famille et pouvoir contribuer, donner à son tour ce que nous avons reçu, les opportunités que nous avons reçues, les accompagnements que nous avons eus. Comme Madame Touré l'a dit, hein, on n'a pas forcément de l'argent à donner parce que on peut vous donner tout l'argent, hein, on peut vous mettre à disposition tout l'argent, mais ça ne veut pas dire que vous allez transformer votre projet en succès. Les idées, le partage d'expériences, ça vaut vraiment de l'or. Donc, il y a une question, je crois que j'ai répondu. Comment contacter, c'est Madame Fofana Mariam qui nous demande comment contacter la commission entrepreneuriat féminin à la CGC. Je l'ai dit, la commission est logée à la maison de l'entreprise, c'est au plateau, hein, la maison de l'entreprise, le patronat ivoirien. C'est dans la montée de la rue de la République. Il y a un secrétaire permanent. Vous pouvez demander le secrétaire permanent de la commission et il vous donnera toutes les informations relatives aux activités de cette commission. Je pense qu'il n'y a plus de questions en tout cas qui apparaissent sur mon écran. Je crois qu'on a épuisé notre temps de parole. Donc je vais peut-être faire un tour de nos panélistes pour le mot de fin. Je rappelle notre thème, c'était « Je suis femme et entrepreneur, pourquoi pas toi ?» Laetitia? J'aurais tendance à dire, bon, comme on a dit, l'entrepreneuriat n'a pas de sexe, mais
tout ce que je peux dire, c'est que vous avez un projet, croyez en vos rêves, battez-vous. La persévérance est la clé de tout succès, comme on dit. Gardez la foi surtout, donc, et puis vous allez y arriver, parce qu'il n'y a pas de... Comme on dit, il n'y a pas de... Je terminerai par une phrase de Marcel Proust, il n'y a pas d'échec facile, enfin de réussite facile, ni d'échec définitif. Donc, ayez la foi et puis soyez persévérante. Merci Laetitia. Nadine? Mais moi, je veux vous remercier de votre présence. Venir nous rencontrer, c'est entreprendre, justement, parce que venir à la rencontre des autres, c'est vous enrichir de nos expériences, comme on s'enrichit aussi des différentes des échanges qu'on ait pu avoir. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez peur de rien. Franchissez le pas, ayez confiance en vous. Je vais revenir sur la confiance. Si vous n'avez pas confiance en vous, personne n'aura confiance en vous. Votre famille n'aura pas confiance en vous, encore moins les banquiers, et ainsi de suite. Et ils ne sont pas devant vous. Cette confiance-là, elle peut se traduire justement dans ces types d'échanges qu'on a. Hein, si j'ai envie, mais je doute, et ainsi de suite. N'ayez pas de doute. Vous savez que vous pouvez y arriver. Vous le savez au fond de vous. Franchissez le pas, mesdames. Et messieurs, vous remerciez aussi de votre présence. En parlant d'entrepreneuriat, c'est aussi valable pour vous les hommes. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Merci. J'ai une petite question. Je vais laisser Madame Touré répondre et puis peut-être répondre quand même parce que je pense que la question est importante et avant qu'elle ne donne son mot de fin, c'est Mariam Foufana qui nous demande, quand on décide d'entreprendre, faut-il toujours rester salarié afin de garantir un certain revenu sûr dans les moments difficiles? Donc là, voilà, faut-il, alors, quand on décide d'entreprendre, faut-il toujours rester salarié afin de garantir un certain revenu sûr dans les moments difficiles? Enfin, ce qu'elle voudrait dire, c'est est-ce qu'il faut franchir le pas ou bien est-ce qu'il faut y aller de façon progressive, de sorte qu'on puisse avoir toujours le salaire, le confort du salaire pendant qu'on lance son activité? Quel serait le conseil que vous donneriez? Moi, le conseil que je donne à ce niveau, je crois qu'il faut être honnête dans ce qu'on fait. Et on ne peut pas être salarié, être performant, avoir les résultats que ton patron te demande et gérer une entreprise à part et avoir les résultats. Peut-être qu'on peut dire, bon, on va faire doucement, mais en ce moment, tu as une vision. Tu sais que tu ne peux pas faire quelque chose de correct parce que si tu dois être correct envers ton employeur. Et ce que je peux conseiller aux femmes, nous, on nous reconnaît pour l'honnêteté. Parce qu'on dit qu'il faut prêter à une femme plus qu'un homme. Excusez-moi les hommes, hein, c'est les banquiers qui nous le disent. Alors donc, parce que les femmes sont des meilleurs payeurs, parce qu'elles tiennent parole et tout. Moi, je ne veux pas du tout qu'il y ait une génération de chefs d'entreprise qu'on considère comme de la tricherie, en fait. J'appelle ça un peu la tricherie. Je suis salarié en plein temps. Pendant que je travaille, j'économise. Je me suis fixé 4 ans, 5 ans, je bosse. Et je fais mon économie. Quand j'ai de l'argent, je sais que cet argent me permet d'aller me battre, d'aller créer mon entreprise. Là, je m'en vais, c'est honnête, c'est sérieux. Et demain, ton patron, même que tu as laissé, va te respecter parce que tu as été correct, tu as été honnête. Mais quand on fait un pied dedans, un pied dehors, les deux échouent. Parce que tu perds la confiance de ton patron et ce n'est pas évident que ce que tu as entrepris puisse être correctement parce que tu n'es pas là pour veiller à la bonne marche de la chose. Parce que tu vas donner des instructions, tu n'es pas sûr si ces instructions sont bien faites ou pas. Donc pour moi, ce n'est pas ce conseil en fait que je voulais donner. Je veux donner comme conseil quand on est chef d'entreprise, quelle que soit la taille. Je vous ai dit, tu peux être chef d'entreprise avec 1000 francs. J'en ai vu et j'ai plein d'exemples. Il y a une femme qu'on a décorée l'année dernière. Elle est en milieu rural. Elle a commencé son activité avec 1000 francs. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'elle a des conteneurs frigorifiques à l'intérieur de la ville. Vous comprenez? C'est très important. C'est les idées
il faut se faire confiance. Et ces 1000 francs, elle l'a eu en faisant quoi? Elle passait de cours en cours, prendre les habits sales des gens, le linge, laver à 50 francs chaque habit, constituer les 1000 francs pour pouvoir faire son commerce. Et c'est des faits avérés et ça existe. On n'est pas toujours dans du beurre. On peut créer son entreprise parce qu'on porte son projet. J'ai dit porter son projet, c'est-à-dire que tu t'assois, tu as un rêve. J'écris mon projet. Même si je n'ai pas écrit, mais je réfléchis, je pense mon projet. Parce que demain, je vais être comme ça. Demain, je vais avoir ça. Mais parce que tu veux, parce que tu crois, parce que tu as la passion, parce que tu as la vision, tu réussis ton rêve. Merci beaucoup, Madame Touré. Tout à l'heure, j'ai échangé avec Laetitia. Je voudrais quand même juste le dire. Hein. Laetitia a commencé dans l'entrepreneuriat. Comme elle a dit tout à l'heure, elle a fait un step back. Elle est revenue dans le monde du salariat, enfin dans le monde de l'entreprise en tant que salariée, pour acquérir une expérience. Et ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été facile, le pas n'a pas été facile de revenir, de faire machine arrière, mais elle a fait ce choix-là à un moment décisif parce qu'elle avait besoin d'acquérir cette compétence. Et parce que si vous voulez et pour pouvoir mieux se préparer, et après elle est revenue à l'entrepreneuriat. Donc vous pouvez aussi faire ce choix, mais comme Madame Touré l'a dit, il faut à un moment donné prendre son courage à deux mains, bien mûrir son projet, et on le sent quand le temps est venu. Alors je voudrais laisser le mot de fin à Madame Touré, vraiment le mot de fin, parce qu'on me fait signe qu'il faut qu'on cède l'assistance, la place. D'accord, merci. Merci bien Rose. En tout cas, au nom de mes sœurs, ma petite sœur, ma jeune sœur et ma fille, alors mes deux jeunes sœurs et ma fille, on voudrait vous remercier pour le temps consacré parce que ce n'est pas évident. Vous êtes jeunes, vous avez des ambitions, vous êtes travailleurs, vous êtes dans le monde déjà de l'entreprise, vous avez pris votre temps pour venir nous écouter. Ce n'était pas évident. On espère avoir répondu à vos attentes. Nous vous remercions de votre présence. Mais notre fierté, notre grande fierté serait que, s'il plaît à Dieu l'année prochaine, qu'on puisse trouver des témoignages importants de femmes, de jeunes femmes qui ont osé entreprendre et qui ont des petites expériences à nous exprimer. Et c'est ça qui nous donne encore du tonus à pouvoir mieux faire. Notre seule satisfaction, en tout cas, c'est ça. Et au nom du président de la CGC, je voulais vous remercier également de votre présence. Je voulais vous remercier d'avoir répondu à son appel. Parce que faire des plateformes comme la CGC Academy, ce n'est pas donné à tout le monde. J'étais au MEDEF avant-hier à Paris et je leur disais que nous avons la CGC Academy, le président Pierre Gadaz qui dit que c'est une idée formidable. Eux-mêmes en France, ils vont essayer de le faire parce que la jeune génération doit être captée. Il faut pérenniser les successions, il faut pérenniser les acquis, il faut pouvoir faire le transfert d'expérience à nos enfants, à nos jeunes gens qui sortent nouvellement de l'école. Nous sommes là pour vous et nous espérons que le message que nous avons donné ce matin a été entendu et va être appliqué. Je vous remercie. Merci à vous. Je pense qu'au terme, on ne peut pas épuiser ce sujet-là en une heure. Je pense que le débat se poursuit. Les panélistes sont là, ils peuvent échanger, je veux dire, de façon individuelle, vous pouvez les approcher. Je terminerai en disant que j'avais posé une question au départ de ce panel, c'est est-ce que nous pouvons, et je pense que au regard de l'expérience de ces trois dames de qualité, ces trois dames battantes, là on peut dire que yes, we can. Merci à vous. Merci pour votre